Alors, dans cette troisième capsule consacrée à la suite des fins de l'école classique, nous allons parler de Fayol et de Max Weber. Donc, Fayol, ingénieur français, directeur d'une entreprise minière. Donc, son œuvre, elle va porter et elle va être très influencée déjà par son expérience et elle va porter sur l'analyse des modes d'administration d'une entreprise. Donc, il va faire un travail sur l'administration générale des entreprises. C'est pour cela qu'on dit que son œuvre est beaucoup plus globale que celle de Taylor parce qu'elle porte sur l'administration, donc sur toute l'entreprise, plutôt qu'au niveau de la productivité, au niveau des ateliers. Donc, le point fort, ou peut-être l'apport de Fayol a été d'avoir recensé et formalisé les différentes fonctions d'une entreprise. Alors, autre chose, Fayol, il a eu le mérite d'introduire, parce qu'il avait proposé aux écoles de commerce d'introduire dans leur programme de formation aux ingénieurs des formations sur l'administration des entreprises. Et donc, par rapport au Taylorisme aussi, sa théorie, elle est une théorie qui traite l'organisation humaine. C'est pas juste seulement une science de travail, mais beaucoup plus l'organisation humaine. Donc, comme on l'avait expliqué, Fayol a été le précurseur d'avoir parlé des organigrammes, qu'il parle des tableaux d'organisation et qu'il préconise aux entreprises de travailler avec. Et donc, comme je l'avais expliqué, Fayol, il avait présenté les fonctions de l'entreprise en 6 fonctions, de la fonction technique à la fonction administrative. La fonction technique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les fonctions de production. La fonction de sécurité, qu'on retrouve rarement dans les entreprises, mais qui commence à à revenir vers les entreprises, surtout les grandes entreprises qui ont un service sécurité avec un cadre supérieur chargé de la sécurité des personnes et des biens de l'entreprise. Et bien sûr, après, on a les services, on a les fonctions traditionnelles, comptables et administratives. Alors, selon Fayol, administrer, c'est dresser le programme général de l'action de l'entreprise, constituer le corps social, coordonner les efforts et harmoniser les actes. Donc, on y retrouve tous les aspects, bien sûr, du management qui commence de l'étape de planification, concernant le programme, donc les plans, le recrutement et l'intégration des salariés, et puis le travail, bien sûr, de coordination et de contrôle. Fayol, il avait expliqué qu'un chef d'entreprise, il accomplit cinq choses qui commencent par la prévision, tout ce qui est travail de planification, l'organisation, pour lui, c'est l'allocation des ressources. Le commandement, il parle du commandement qui a une connotation un peu hiérarchique. D'ailleurs, la structure proposée par Fayol est une structure hiérarchique. Il parle aussi de la coordination, synchronisation des actions et des efforts et de l'action de contrôle. Alors, en plus des fonctions, il a établi un code administratif basé sur 14 principes qui commencent par la division de travail, c'est-à-dire qu'il avait accepté les principes de division de travail de Taylor, spécialisation, séparation des pouvoirs. Il avait parlé de l'autorité et la responsabilité, c'est-à-dire pour les supérieurs le droit de commander, le pouvoir de se faire obéir. Il avait insisté sur la discipline dans les entreprises et il avait expliqué qu'une entreprise doit avoir une unité de commandement, c'est-à-dire une structure hiérarchique dans laquelle chaque salarié il a un seul chef, il est sous le commandement d'un seul chef. Il avait parlé aussi de l'unité de direction, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un seul programme pour l'ensemble de l'organisation. Parmi les principes aussi, il y a le principe de la subordination de l'intérêt particulier à l'intérêt général. Il avait parlé aussi du fait que la rémunération doit être suffisante et équitable.
Parmi les principes aussi, on trouve la centralisation, puisqu'il préconise un système hiérarchique centralisé où les décisions sont prises par le summum de la hiérarchie. L'ordre, l'équité, la stabilité du personnel, l'esprit de l'initiative et l'union du personnel. Alors par la suite, nous allons passer au travail de Max Weber. Max Weber, le sociologue, qui va s'intéresser à cette question de l'organisation d'un angle, de l'angle du pouvoir et de l'autorité. Donc le point de départ de Max Weber a été de se poser la question comment les individus obéissent aux ordres. Donc, il avait fait la remarque que dans les bureaux de l'armée, les soldats obéissaient volontairement et de façon aveugle aux règles. Donc, la question qu'il avait posée, comment expliquer que les gens obéissent aux règles? Et donc, la réponse, c'était l'autorité. Donc, lui, il avait fait la distinction entre le principe de pouvoir et le principe de l'autorité. Il avait expliqué que le pouvoir, c'est l'aptitude à forcer l'obéissance. Donc, forcer, ça veut dire qu'il y a des moyens qu'on peut utiliser pour sanctionner, pour licencier, pour... l'autorité, c'est l'aptitude à faire que les gens vont obéir volontairement aux règles. Donc lui, il va s'intéresser à cette obéissance volontaire aux règles et à cette possibilité de pouvoir légitimer au fait l'autorité ou l'obéissance aux ordres. Donc il va faire une recherche sur les organisations qui va lui permettre de classer les organisations en fonction de leur type d'autorité en trois classes ou en trois groupes donc de formes d'autorité. La première, c'est ce qu'il appelle l'organisation charismatique, dans lequel l'autorité est basée sur le charisme d'un leader. Il donne l'exemple d'organisation politique religieuse et donc il explique que ces organisations avec une autorité charismatique, c'est des formes d'organisation instables parce que la disparition du chef entraîne des fois la disparition, si vous voulez, de ces organisations-là. Il parle également de l'organisation traditionnelle. L'organisation traditionnelle, c'est une organisation dont l'autorité est basée sur les usages, la croyance, les coutumes, etc. Il donne l'exemple des entreprises familiales dans lesquelles il y a l'héritage, si vous voulez, le passage de père en fils du pouvoir. Et donc, bien sûr, selon Max Weber, ce n'est pas la forme d'organisation la plus optimale. Et donc, lui, il propose une troisième forme d'autorité qu'il appelle la bureaucratie, une forme d'organisation qui va être basée sur des règles strictes et explicites qui sont ou qui reposent ou qui s'inspirent du droit. Et donc, selon Max Weber, vu que ces règles et principes s'inspirent du droit et qu'ils vont être appliqués de façon équitable à l'ensemble du personnel, le personnel, il va les trouver comme légitimes et il va obéir de façon volontaire aux règles. Donc, la méthode bureaucratique proposée par Max Weber, elle va reposer sur un ensemble de principes. Tout d'abord, chaque emploi doit être défini de façon claire avec les objectifs et les tâches de chaque poste. Max Weber explique que la relation qui lie l'employé à l'organisation doit être contractuelle, c'est-à-dire que basée sur la formulation et la signature d'un contrat. Il explique que le rôle des fonctions doit être primordial, c'est-à-dire que c'est la fonction qui prime et non pas les individus. Les employés doivent être soumis
à une discipline stricte et puis la sélection des candidats est faite de manière scientifique sur la base des tests et d'évaluation des connaissances techniques et bien sûr le respect strict des lois établies. Donc ça va donner une organisation fortement hiérarchique avec une séparation stricte des fonctions et transmission écrite, bien sûr, des ordres. Alors, selon Max Weber, l'autorité, pour revenir à cette question d'autorité et de pouvoir, il explique que l'autorité n'est qu'un cas particulier du pouvoir. C'est un cas du pouvoir dans lequel le pouvoir est socialement institutionnalisé, organisé, justifié et surtout légitimé. Socialement institutionnalisé, c'est-à-dire basé sur le droit ou sur des principes et des bases ici du droit et qui vont être appliqués à tout le monde et que les salariés vont trouver comme logique et légitime surtout, et donc c'est ce qu'il appelle, si vous voulez, cette forme de pouvoir qu'il appelle l'autorité. Donc juste pour résumer, la bureaucratie c'est une division de travail et là on explique, on revient à la notion, c'est ça ce qui fait que les trois auteurs font partie de l'école classique, parce qu'ils ont tous admis ce principe de division de travail, une structure hiérarchique. Relations entre le patron et subordonné, ils sont clairement définis grâce à la contractualisation. Sélection basée sur les tests, règles et règlements normalisés, c'est-à-dire formalisés dans des documents écrits qui vont bien sûr être mise à la disposition et à la connaissance de l'ensemble des salariés, caractère impersonnel des relations, c'est-à-dire c'est la fonction qui prime, et puis un avancement basé bien sûr sur les compétences et l'ancienneté. Alors, pour résumer, l'école classique, en fait, elle va se baser sur une approche empirique et normative. Empirique parce que les trois auteurs, ils ont basé leur théorie ou leur méthode sur des situations pratiques, même si Max Weber, en fait, n'avait pas exercé, mais il s'était basé sur l'observation, par exemple, des réalités d'obéissance et de l'autorité dans l'armée. Donc, empirique, dans le sens où elle se base sur des faits réels, et normative dans le sens où elle préconise l'utilisation d'un certain nombre de concepts ou de principes. Donc, les hypothèses implicite de cette approche, c'est que c'est un postulat mécaniste, c'est-à-dire que l'école classique ou dans l'école classique, l'entreprise devient une gigantesque machine composée de milliers de pièces, surtout pour les deux premiers auteurs, et les ouvriers ne sont que les rouages du mécanisme, surtout avec le travail à la chaîne. Un postulat rationaliste, l'entreprise est composée d'éléments humains et matériels qui peuvent être dominés par l'esprit de l'organisateur, influence par la théorie économique classique, et les principes d'organisation, l'organisation hiérarchique, une organisation hiérarchique, le principe d'exception, dans le sens où on avait expliqué que le subordonné ne s'occupe que des tâches routinières, et les problèmes exceptionnels, ils remontent à la hiérarchie, et puis le principe de la spécialisation de travail qu'on avait expliqué auparavant. Tout cela, il explique les limites de l'approche classique, parce que bien sûr, cette école classique, elle va conduire à un certain nombre de limites qui vont lui être reprochées par la suite. Donc, l'approche normative à la recherche de principes d'un modèle idéal et universel d'organisation, c'est-à-dire que toutes les trois, ils ne prenaient pas compte des spécificités de chaque contexte, de chaque entreprise et de chaque cas. Et donc, le fait d'adopter ou de préconiser une méthode universelle, en fait, a été critiqué. Et puis surtout, au fait que c'est une méthode qui n'a pas pris en considération les besoins des ouvriers. Et d'ailleurs, c'est cette deuxième critique qui va être reprise
par les auteurs de l'école des relations humaines qui va se baser sur la critique de l'école classique.